Ainsi pleurait-on dans la ville. Quant aux Achéens, sitôt qu'ils eurent regagné leur nef et l'Hellespont, ils rompirent les rangs, et chacun revint à sa nef, hormis les Myrmidons qu'Achille fit rester sur place. Alors, s'adressant à ses braves compagnons, il dit : « Myrmidons, mes chers compagnons rapides coursiers, ne dételons pas sur le champ nos puissantes cavales. Approchons-nous d'abord avec nos chars et nos coursiers, et pleurons sur Patrocle. Un tel hommage est dû aux morts. Quand nous serons rassasiés de nos tristes sanglots, nous détacherons nos chevaux et dînerons ici. » Il dit, et tous, sur son signal, se mirent à gémir. 3 fois autour du mort, ils poussèrent leurs beaux coursiers en répandant les pleurs que Thétis éveillait en eux. Le sable en fut trempé, ainsi que les armes guerrières, tant celui qu'il pleurait était un maître de déroute. Le fils de Pelée entonna une très longue plainte en posant sur le sein de son ami ses mains cruelles. « Très cher Patrocle, sois heureux, même au fond de l'Hadès. Je vais m'acquitter à l'instant de toutes mes promesses. Traîner Hector ici, puis donner sa chair crue aux chiens, et enfin égorger 12 Troyens de haut lignage au pied de ton bûcher, tant ton trépas me désespère. » Il dit, et sans tarder outragea le divin Hector. La face au sol, il l'étendit près du lit où gisait le fils de Ménotios. Puis tous ôtèrent leur brillante armure en bronze, dételèrent leurs coursiers piaffants et vinrent s'asseoir par milliers près de la nef d'Achille aux pieds légers, qui leur offrit un grand repas funèbre. Maintes taureaux blancs mugirent sous le fer qui les frappait, de même que maintes brebis, maintes chèvres bêlantes, maints porcs munis de blanches dents et tous chargés de graisse grillèrent, posés au-dessus des flammes des Phaïstos, et leur sang ruisselait à flots partout autour du mort. Aussitôt que l'on eut chassé la soif et l'appétit, chacun ne songeant qu'à dormir, rentra dans sa baraque. Achille, étendu sur la plage de la mer sonore, sanglotait lourdement au milieu de ses myrmidons en un lieu découvert où le flot heurtait le rivage. Le sommeil enfin le saisit et, tout en le berçant, endormit son chagrin. Son noble corps était si las d'avoir poussé Hector près de la venteuse Ilion. Alors il vit surgir l'âme du valeureux Patrocle. Elle était pareille au héros pour la voix, les beaux yeux et la taille, et portait les mêmes vêtements que lui. Elle se mit au-dessus de son front et s'écria : « Ainsi tu dors, fils de Pélée, tu m'as oublié. Vivant, tu prenais soin de moi, mais mort, tu me négliges. Enterre-moi bien vite, afin que j'entre chez Hadès. Les âmes des défunts, ombres errantes, m'en écartent, m'interdisant de les rejoindre en franchissant le fleuve, et j'erre en vain à travers son palais aux hautes portes. De grâce, donne-moi ta main. Je ne sortirai plus désormais de l'Hadès quand j'aurai eu ma part de feu. Jamais plus nous ne ferons de projets, tous deux vivants, assis loin de nos compagnons. Le trépas odieux m'a englouti, mais mon destin était tracé d'avance, tout comme ton sort à toi, Achille, égal aux dieux, est de périr sous les remparts des opulents Troyens. Écoute, j'ai encore une autre prière à te faire, Achille. Ne dépose pas mes restes loin des tiens, mais avec eux. Ainsi, avons-nous grandi sous ton toit, depuis que Ménotios m'a conduit, jeune enfant, d'eau ponte en ton pays. J'avais commis un homicide affreux, ayant assommé bêtement le fils d'Amphidamas sans le vouloir, irrité pour de simples osselets. Je fus recueilli par le bon meneur de chars Pélée, qui prit grand soin de moi et me nomma ton écuyer. Qu'un seul et même vase enferme donc aussi nos cendres,
l'urne d'or dont t'a fait présent ta vénérable mère. Achille, au pied léger, lui fit alors cette réponse. Pourquoi, dis-moi, tête chérie, es-tu venue ici? Pourquoi m'adresser toutes ces prières? Tu sais bien que je ferai exactement comme tu le prescris. Mais viens plus près de moi. Tenons-nous embrasser tous deux un bref instant et jouissant de nos tristes sanglots. À ces mots, il tendit les bras, mais ne put rien saisir. L'âme avait disparu sous terre, ainsi qu'une fumée, avec de petits cris. Achille, étonné, sursauta, et tout en se frappant les mains, il dit ces mots plaintifs. Hélas, il y a donc, même dans la maison d'Hadès, une âme, ou bien une ombre, d'où l'esprit s'est retiré? Tout au long de la nuit, l'âme du malheureux Patrocle s'est tenue à côté de moi, pleurante, désolée, et me pressant de l'exaucer. C'était tout à fait lui. À ces mots, il fit naître en tous le désir des sanglots. L'aurore, aux doigts de rose, les trouva pleurant encore autour du pitoyable mort. Mais le puissant Atride fit sortir hommes et mulets de toutes les baraques pour aller ramasser du bois. À leur tête se mit le noble Mérion, servant du brave Idoménée. Ils emportèrent avec eux haches de bûcherons et robustes liens. Les mulets, eux, marchaient devant, cheminant par monts et par vaux, de face et de côté. Ils parvinrent enfin au flanc de l'Ida, riche en sources. Ils coupèrent en hâte, avec le bronze au long tranchant, de hauts chênes feuillus qui s'écroulèrent à grand bruit. Puis les Argiens, les ayant débités, les attachèrent derrière leurs mulets. Puis ceux-ci, dévorant l'espace, coururent vers la plaine à travers les halliers touffus. Les bûcherons portèrent des rondins, comme l'avait voulu Mérion, l'écuyer du brave Idoménée, et les jetèrent sur la grève, à l'endroit où Achille envisageait un grand tombeau pour Patrocle et lui-même. Ayant étalé en tous sens cette masse de bois, ils allèrent s'asseoir et attendirent. Mais voilà qu'Achille commanda soudain au brave Myrmidon de se ceindre de bronze et d'atteler chars et chevaux. Ils s'élancèrent donc, puis revêtirent leurs armures et s'installèrent sur leurs chars, combattants et cochers. Les chars allaient devant, suivis de fantassins en foule. Patrocle, au milieu d'eux, se faisait porter par les siens, ensevelis sous les cheveux qu'ils coupaient à leur front. Achille accompagnait le mort, lui soutenant la tête, navré de mener chez Hadès cet ami sans reproche. Ils déposèrent le cadavre à l'endroit désigné, puis s'empressèrent d'amasser tout le bois qu'il fallait. Mais voici qu'Achille, au pied prompt, eut un autre dessein. S'éloignant du bûcher, il coupa ses beaux cheveux blonds, qu'il avait laissés croître et voués au fleuve Sperchios. Il dit, tout accablé, en regardant la mer vineuse, « Sperchios, mon père Pélée a donc fait en vain le vœu que si je revenais un jour là-bas, dans ma patrie, tu aurais, outre mes cheveux, une sainte hécatombe, ainsi que 50 béliers sur tes bords, au lieu même où s'élève ton temple et ton autel au doux parfum. Mais ce vœu du vieillard, tu ne l'as pas réalisé. Eh bien, puisque je ne rentrerai plus dans mon pays, c'est à Patrocle à emporter mes cheveux en offrande. » Il dit, et déposa sa chevelure entre les mains de son ami, ce qui fit fondre tout le monde en larmes. Le soleil couchant les eut vus se lamenter encore, si Achille n'était soudain venu dire à l'Atride, « Agamemnon, tu es celui qu'on écoute entre tous. Certes, l'on peut se gaver de sanglots, mais à présent, fais qu'on s'éloigne du bûcher et qu'on aille manger. Le reste sera notre affaire, à nous qui les premiers avons souci du mort. Seuls resteront ici les chefs. » En entendant ces mots, l'Atride, gardien de son peuple, dispersa vite les guerriers parmi les fins vaisseaux. Les intimes restèrent là,
pour empiler le bois et firent un bûcher mesurant 100 pieds de côté. Le cœur navré, ils posèrent le mort sur le bûcher. Puis, devant le cadavre, ils dépouillèrent et parèrent maints gros moutons et bœufs cornus à la démarche torse. Le brave Achille a tout pris de la graisse et en couvrit le mort. Puis entassa autour les bêtes dépouillées. Auprès du lit funèbre, il déposa aussi des jarres pleines d'huile et de miel. Avec de grands gémissements, il jeta bien vite au bûcher 4 chevaux superbes. Sur les 9 chiens, quand sa demeure entretenait Patrocle, il en égorgea 2 et le jeta dans le bûcher. De même, avec le bronze, il tua 12 nobles fils des Troyens valeureux, car il ne rêvait que vengeance. Enfin, il déchaîna l'élan du feu dévasteur, et tout en sanglotant, il appela son compagnon. Très cher Patrocle, sois heureux même au fond de l'Hadès. Je vais m'acquitter à l'instant de toutes mes promesses. Avec toi, 12 nobles fils des Troyens vont périr par le feu. Quand Hector le Priamide, ce n'est pas au feu, mais aux chiens que je le livrerai. Il dit, mais malgré sa menace, Hector fut épargné, car Aphrodite, la fille de Zeus, en écarta jour et nuit tous les chiens, l'ayant oint d'une huile divine et douce, afin qu'Achille, en le traînant, ne l'écorchât. Apollon, pour sa part, amena du ciel sur la plaine une sombre nuée et déroba aux yeux l'endroit où se trouvait le corps, craignant que l'ardeur du soleil ne desséchât trop tôt la chair couvrant tendons et membres. Tel un père éploré brûle les restes de son fils, jeune époux dont la mort afflige ses pauvres parents. Tel Achille, en pleurant, brûlait les os de son ami et rôdait autour du bûcher avec de longs sanglots. Mais quand l'étoile du matin vint annoncer le jour et que l'aurore au voile de safran couvrit la mer, le feu du bûcher s'apaisa, la flamme retomba, et les vents regagnèrent leur demeure en traversant la mer de Thrace, qui gémit en grossissant ses vagues. Le Péléide, alors, s'écartant un peu du bûcher, se coucha épuisé. Le doux sommeil fondit sur lui. Pendant ce temps, l'Atride et les siens s'assemblaient en masse. Le tumulte et le bruit des arrivants le réveillèrent. Alors, se dressant à moitié sur son séant, il dit : Fils d'Atrée, et vous tous, guerriers du camp panachéen, avec le vin au son feu, commencez par éteindre le bûcher, partout où l'ardeur du feu s'est répandue. Ensuite, vous recueillerez les restes de Patrocle, en les distinguant bien. Ils sont aisés à reconnaître, ils sont au milieu du bûcher, car à l'extrême bord, on a brûlé séparément les chevaux et les hommes. Mettons-les dans une urne d'or, entre 2 doigts de graisse, en attendant que moi aussi j'aille trouver les morts. Pour ce qui est de mon tombeau, donnez-lui la grandeur qui lui convient, mais rien de plus. Vous pourrez par la suite le rendre plus large, plus haut, vous tous qui resterez après ma mort sur vos vaisseaux garnis de bonnes rameurs. Tous obéirent à ces mots d'Achille au pied léger. D'abord, avec le vin au sombre feu, ils éteignirent ce que la flamme avait brûlé parmi beaucoup de cendres. De leurs doux compagnons, ils recueillirent en pleurant les os blancs dans une urne d'or entre 2 doigts de graisse et la placèrent dans le camp sous un tissu moelleux. Puis, ayant tracé pour la tombe un cercle dont la base embrassait le bûcher, ils se hâtèrent d'élever un tertre, et cela fait, s'en retournèrent. Mais Achille retint ses gens sur place, et les groupa en assemblée. Des nefs, il apporta des prix, des chaudrons, des trépieds, des chevaux, des mulets, des bœufs à la fièvre encolure et du fer gris, ainsi que des captifs bien tournés. Au prompt meneur de chars, il offrit de superbes prix.
Pour le premier, il y avait une captive experte aux fins travaux et un trépied jaugeant 22 mesures. Pour le second, il proposa une jument de 6 ans, encore indomptée et pleine d'un mulet. Pour le troisième, un splendide chaudron tout brillant neuf, n'ayant pas vu la flamme, et contenant 4 mesures. Au quatrième, il offrit comme lot 2 talents d'or. Et au cinquième, un vase encore tout neuf à double oreille. Lors s'étant mis debout, il parla ainsi aux Argiens. Fils d'Atrée, et vous tous, Achéens, aux belles jambières, voilà les prix offerts au concours des meneurs de chars. Si c'était pour un autre qu'on eût célébré ces jeux, je serais reparti sans doute avec le premier prix. Vous savez combien mes chevaux sont plus forts que les autres, puisqu'ils sont immortels et qu'ils ne viennent de Pélée, mon père les ayant reçus de Poséidon lui-même. Mais cette fois, je reste ici avec mes fiers coursiers. Ils ont perdu la noble gloire d'un cocher si bon que 2 fois, après les avoir baignés dans l'eau limpide, il a sur leur longue crinière étendu l'huile douce. C'est lui qu'ils pleurent là tous deux, sans faire un mouvement, leur crinière frôlant le sol, le cœur plein de tristesse. Que d'autres se préparent dans le camp parmi tous ceux qui s'assurent en leurs chevaux et en leurs chars solides. À ces mots, les meneurs de chars se rassemblèrent vite. Tous étant montés sur leurs chars, ils jetèrent les sorts. Achille secoua et en premier jaillit celui d'Antiloque. Après lui, ce fut le tour du roi Eumèle. Ensuite vint la trie de Ménélas, l'illustre preux. Puis le sort mit en ligne Mérion. Et le dernier, de loin le meilleur des cochers, fut le fils de Tidée. Tous s'étant mis en ligne, Achille leur montra le but. Loin là-bas dans la plaine, où se tenait en surveillance Phénix, ce brave égal aux dieux, compagnon de son père, pour observer la course et en faire un rapport exact. Ils levèrent tous à la fois le fouet sur leurs chevaux, qu'ils frappèrent de leurs rênes de cuir et stimulèrent à grands cris. Les coursiers foncèrent à travers la plaine et s'éloignèrent vite des vaisseaux. Sous leur poitrail, la poussière montait comme un nuage ou une trombe, et leurs crinières voltigeaient sous le souffle du vent. Les chars tantôt s'abattaient sur la glèbe nourricière, tantôt bondissaient dans les airs. Les cochers, dans leur caisse, se tenaient debout, droits, le cœur palpitant du désir de l'emporter, tous jetant des appels à leurs chevaux qui dévoraient la plaine en faisant voler la poussière. Mais quand les prompts coursiers en fin de piste s'en revinrent vers la mer blanchissante, on vit la valeur de chacun se révéler, et le galop des bêtes s'allongea. Les juments du fils de Phérès filèrent droit au but. Derrière venait Diomède avec les étalons de trot. Il n'en était pas loin, mais les suivant de près. Sans cesse, on eût cru qu'ils allaient escalader le char. Leur haleine brûlait le dos et les larges épaules d'Eumèle, et ils volaient en le touchant avec leur tête. Ils eussent devancé son rival ou rendu le succès douteux, si Phœbos Apollon ne se fût irrité. En hâte, il fit choir de ses mains le fouet étincelant. Des larmes et de dépit tombèrent des yeux du héros, lorsqu'il vit les juments prendre de plus en plus d'avance. Et ses chevaux faiblirent, car ils couraient sans aiguillon. Mais Athéna, voyant que Diomède était berné par Apollon, courut en hâte vers le pasteur d'hommes, lui redonna son fouet et remplit d'ardeur ses chevaux. Puis, se portant avec courroux contre le fils d'Admète, elle brisa le joug de ses juments qui s'écartèrent de leur trajet, tandis que le timon glissait au sol. Eumèle roula à bas de son char contre une roue. Il s'écorcha ainsi le coude et la bouche et le nez, et se blessa le front au-dessus des sourcils. Ses yeux se remplirent de pleurs, sa voix puissante défaillit. Diomède, obliquant, poussa ses robustes chevaux et dévança les autres de bien loin, car Athéna enflammait ses coursiers et lui réservait cette gloire.
Après lui arriva le blanc Ménélas, fils d'Atrée, tandis qu'Antiloque criait aux chevaux de son père. « En avant, vous aussi, allongez l'allure au plus vite. Je n'entends pas que vous luttiez contre ceux de là-bas, ceux du vaillant fils de Tidée. Athéna maintenant leur donne la vitesse et à leur conducteur la gloire. Mais hâtez-vous de rattraper les chevaux de l'Atride. Ne traînez pas. Il serait honteux de se faire battre par la cavale État. Que traînez-vous ainsi, mes braves? Écoutez ce que j'ai à dire et qui s'accomplira. Nestor, le pasteur de guerriers, n'aura plus soin de vous, mais vous tuera sans plus attendre avec le bronze aigu. Si par manque d'ardeur, nous n'avons qu'un prix dérisoire. Allons, suivez, continuez la course à vive allure. Je trouverai bien le moyen, si la route s'étrangle, de me glisser devant l'Atride au moment opportun. Il dit. Et les chevaux, craignant le blâme de leur maître, forcèrent pendant quelque temps. Mais le brave Antiloque vit bientôt s'étrécir la route déjà encaissée. Une crevasse s'ouvrait là. L'eau de pluie, amassée, y avait coupé le chemin et raviné l'endroit. Ménélas prit par là pour éviter une rencontre. Mais Antiloque rabattit ses robustes chevaux sur le côté et le suivit en inclinant un peu. Alors l'Atride, pris de peur, cria à Antiloque. « Tu conduis comme un fou, retiens tes coursiers, Antiloque, le chemin est étroit, attends qu'il s'ouvre pour doubler. Crains, en venant heurter mon char, de nous perdre tous deux. » Il dit. Mais Antiloque pressa encore son allure et fouetta ses chevaux, comme s'il ne l'entendait pas. Aussi loin que s'en va un disque lancé de l'épaule par quelque jouvenceau qui fait l'épreuve de ses forces, aussi loin s'élancèrent ses chevaux. Ceux de l'Atride reculèrent. Ce dernier ne voulut point les pousser, craignant de voir les fiers coursiers se heurter sur la piste, les chars tressés se renverser, et les deux conducteurs rouler au sol pour s'être trop hâtés vers la victoire. Mais le blond Ménélas lui dit en le couvrant d'injures, « Antiloque, il n'est pas d'humain plus odieux que toi, va-t'en! Les Argiens ont bien tort de te croire sensé, mais si tu veux gagner, prête-moi d'abord le serment. » Il dit, et appelant ses coursiers, leur cria ces mots, « Dépêchez-vous, ne restez pas là, pleins de tristesse. Leurs pieds et leurs jarrets seront plus vite fatigués que les vôtres, car il leur manque à tous deux la jeunesse. » Il dit. Et les chevaux, craignant le blâme de leur maître, pressèrent l'allure et furent bientôt près des autres. Les Argiens, assis dans l'enceinte, contemplaient les chars, qui dévoraient la plaine en faisant voler la poussière. Le chef crétois et dominé, assis tout à l'écart sur une haute guette, aperçut le premier un char. Il reconnut de loin la voix qui harcelait les bêtes et distingua sans peine le cheval qui s'avançait. Il avait une robe toute rousse, sauf au front, où il portait un signe blanc et rond comme une lune. Lors, s'étant mis debout, il parla ainsi aux Argiens. « Guides et conseillers des Achéens, ô mes amis, ce char que distinguent mes yeux, le voyez-vous aussi? Ce sont d'autres chevaux qui me semblent tenir la tête, et je vois un autre cocher. Sans doute les juments qui menaient jusque-là ont-elles buté dans la plaine. Pourtant, elles avaient tourné la borne, je l'ai vu. Et voici que mes yeux ont beau chercher de tous côtés, je ne puis les trouver à travers la plaine de Troie. Peut-être, ayant perdu les rênes, leur cocher n'a pu les retenir dans le virage et bien passer la borne. Je crois qu'il a dû tomber là et fracasser son char et que ses juments ont quitté la piste en s'emballant. Mais levez-vous et regardez vous-même. Moi, j'ai peine à distinguer. Il me semble pourtant deviner là un Étolien, et qui plus est un roi des Achéens. Diomède le fort,
le fils du valeureux Tidée. Le prompt Ajax, fils d'Oïlée, alors l'apostrophe. Idoménée, à quoi bon t'en parler? Les prompts coursiers sont encore loin de nous, à courir dans la vaste plaine. Crois-moi, tu n'es pas des plus jeunes parmi les Argiens, et tes deux yeux ne lancent pas des regards si perçants, et toujours tu tiens de beaux discours, mais il ne te sied pas de discourir ainsi. J'en sais qui va le mieux que toi. Les juments de mêle tiennent la tête comme avant, et c'est lui-même qui, de haut de son char, les dirige. Le chef des Crétois, irrité, le regarde et dit « Ajax, grand discoureur, mal avisé, en toutes choses, tu es le dernier des Argiens. Ton cœur est intraitable. Tiens, faisons donc le pari d'un trépied ou d'un bassin sur ceux qui sont devant. Qu'Agamemnon soit notre arbitre, et tu découvriras à tes dépens ce qu'il en est. » À ces mots se leva le prompt Ajax, fils d'Oïlée, plein de courroux, et prêt à riposter brutalement, et la querelle entre eux menaçait de se prolonger, si Achille, à son tour, ne s'était levé pour dire « Idoménée, et toi, Ajax, n'échangez plus ainsi des propos durs et déplaisants. Cela ne convient pas. Si un autre en faisait autant, vous le reprendriez. Restez donc assis dans l'enceinte et regardez les chars. Ils se hâtent vers la victoire et ne tarderont pas à venir par ici. Alors, chacun saura lequel des chars d'Argos est le second et lequel le premier. » À ces mots, le fils de Tidée apparut sur son char. De son fouet, sans désemparer, il frappait ses chevaux, et ceux-ci bondissaient, se hâtant d'achever leur route sans fin sur leur cocher, ils faisaient jaillir la poussière. Le char entièrement garni d'or et d'étain courait, entraîné par les rapides chevaux, et c'est à peine si l'on apercevait la trace que laissaient les jantes sur la poudre légère. Ils volaient tous deux pleins d'ardeur. Le preux s'arrêta en plein centre. La sueur perlait au cou, au poitrail des chevaux, et tombait sur le sol. De son char scintillant, lui-même alors saute à terre et appuya son fouet contre le joug. Sans plus attendre, le vaillant Sténélos se hâta de saisir le prix. Il chargea ses fiers compagnons d'emmener jusqu'au camp la femme et le trépied. Puis il détela les chevaux. Antiloque le Déléide arriva le deuxième, gagnant Ménélas par la ruse et non par la vitesse, bien que l'autre l'eût talonné avec ses prompts coursiers. Tel l'intervalle séparant le cheval de la roue, quand il fait voler le char de son maître par la plaine, et qu'avec les crins de sa queue, il effleure les jantes. La roue est toute proche et laisse bien peu de distance entre eux deux, tant que le cheval court par la vaste plaine. Tel intervalle séparait Ménélas d'Antiloque. Ce brave avait pris une avance égale au jet d'un disque, mais l'autre lui vite rejoint, car sans cesse croissait le fier élan d'État, la belle jument de l'Atride. Si cette course avait encore duré pour tous les deux, Ménélas eût passé devant et gagné sans conteste. Quant à Mérione, le brave écuyer d'Idoménée, le noble Ménélas le distança d'un jet de lance. Ses coursiers à la belle robe étaient les moins rapides, et lui-même était le plus lent à les pousser en lice. Le fils d'Admète, enfin, arriva, le dernier de tous, traînant son beau char et poussant ses chevaux devant lui. Le divin Achille, au pied prompt, s'attendrit à sa vue. Il se dressa parmi les siens et dit ces mots ailés. « Le meilleur vient en bonne fin avec ses fiers coursiers. Donnons-lui donc le second prix, il le mérite bien. Quant au fils de Tidée, il emportera le premier.
Il dit, et chacun approuva ses propositions. Fort de l'appui des siens, il eut donc donné la jument. Si Antiloque, fils du grand Nestor, n'était venu défendre ainsi son droit devant le Péléide Achille. Ça va? Oui, c'est bon. Achille, je me fâcherai tout rouge si tu fais comme tu dis. Tu veux m'ôter le prix, car, selon toi, il a beau avoir trébuché avec chars et chevaux, il n'en est pas moins fort. Pourquoi n'a-t-il pas invoqué les immortels? Il ne serait pas arrivé dernier. S'il est cher à ton cœur et s'il te fait vraiment pitié, ta baraque regorge d'or, de bronze et de moutons, de robustes chevaux ainsi que de belles captives. Vas-y puiser et donne-lui un prix plus grand encore. Fais vite, et que les Achéens t'adressent ses louanges. La femme, je la garde, et s'il s'en trouve un qui la veuille, qu'il essaye avec moi de lutter pour la conquérir. Il dit, et le divin Achille au pied léger sourit. Cet Antiloque lui plaisait car c'était son ami. Se tournant donc vers lui, il dit ces paroles ailées. Antiloque, tu veux que j'aille chercher pour Eumèle quelque autre récompense? Eh bien, c'est ce que je ferai. Qu'il prenne la cuirasse que je tiens d'Astéropée. Elle est forgée en bronze et tout autour on voit briller une lame d'étain. Elle lui sera d'un grand prix. Il dit et ordonna à son ami Automédon de la chercher. L'autre partit puis revint avec elle et la remit au preux qui la reçut très volontiers. Ménélas alors se leva, le cœur tout affligé et plein d'un noir courroux contre Antiloque. Le héros lui mit le sceptre en main et fit taire les Achéens. Alors on entendit parler cet homme égal aux dieux. Ô Antiloque, toi toujours si sage, qu'as-tu fait? Tu as terni ma gloire et porté tort à mes chevaux, en lançant devant eux les tiens qui ne les valent pas. Eh bien, allons, guides et conseillers des Achéens, jugez-nous au grand jour sans pencher pour l'un ni pour l'autre, de peur qu'un Achéen vêtu de bronze n'aille dire « Ménélas, en mentant, est venu à bout d'Antiloque. S'il a pris sa jument, c'est qu'avec des cheveux moins bons, l'Atride l'emportait sur lui, par le rang et la force. Eh bien, c'est moi qui jugerai, et je te garantis que nul n'aura à m'en blâmer, tant j'aurai tranché droit. Antiloque divin approche, et comme il est de règle, debout en face de ton char, la main sur tes chevaux, portant le souple fouet dont tu t'es servi tout à l'heure, jure par les branleurs du sol, le maître de la terre, que tu n'as pas gêné mon char par manœuvre ou par ruse. Le très sage Antiloque alors lui fit cette réponse. Montre-toi indulgent, je suis bien plus jeune que toi, grand Ménélas, et tu me bats par l'âge et le mérite. Tu sais jusqu'où peuvent aller les excès d'un jeune homme. L'esprit en lui est des plus vifs, mais la raison est mince. Sois patient, c'est moi qui vais te donner la jument que j'ai gagnée. Et si tu désirais choisir chez moi quelque autre présent bien plus riche encore, j'aimerais mieux te le donner à l'instant même, ô nourrisson de Zeus, que de perdre à jamais ton cœur et d'offenser les dieux. Il dit, et menant la jument, le grand-fils de Nestor la mit aux mains de Ménélas. Le cœur de celui-ci s'épanouit comme sur les piles arrosées, au jour où grandit la moisson et où frémissent les guérets. Tel en toi-même, ô Ménélas, ton cœur s'épanouit. Alors, s'adressant à lui, il dit ces paroles ailées. Cette fois, Antiloque, c'est à moi de renoncer à mon courroux. Jamais tu ne t'es conduit comme un fou, et la jeunesse l'emporte à présent sur la raison. Ne cherche plus à bafouer des preux meilleurs que toi. Tout autre ici aurait eu à cœur de me fléchir, mais toi,
de même que ton noble père et que ton frère. Tu as beaucoup peiné et beaucoup pâti pour ma cause. Voilà pourquoi je cède à ta prière et te remets cette jument qui m'appartient. Tous sauront de la sorte qu'il n'y a dans mon cœur ni cruauté ni arrogance. » Il dit et donna la jument à l'ami d'Antilope, Noémon. Quant à lui, il prit le splendide bassin. En quatrième, Mérion enleva pour sa part les 2 talents en or. Restait la coupe à 2 oreilles, 5e et dernier prix. Achille l'offrit à Nestor. Passant parmi la foule, il la lui porta en disant « Tiens, garde cet objet, vieillard, qu'il en soit un souvenir de la mort de Patrocle que tu ne reverras plus parmi les guerriers achéens. Je te donne ce prix d'office. Tu n'auras ni à boxer, ni à lutter, ni à lancer le javelot, ni à courir non plus, car sur toi pèse le fardeau de la triste vieillesse. » Il dit et offrit la coupe à Nestor qui la reçut avec plaisir, et prononça ces paroles ailées. « Tout ce que tu dis là, mon fils, est fort bien répandu. Mes pieds, mon cher, n'ont plus la même assurance, et mes bras ont peine à s'élancer des 2 côtés de mes épaules. Ah, si j'étais encore jeune et fort comme autrefois. Lorsque les Épéens pleuraient leur roi Amarincé à Beaupression, et que ses fils proposaient des prix, nul ne put m'égaler alors parmi les Épéens, ni parmi les Pyliens et les Étoliens magnanimes. Au pugilat, je vainquis Clitomide, fils d'Énops, et au combat le brave Ancée, un homme de Pleuron. À la course, je distançai l'excellent Iphiclos. À la lance, je surpassai Philée et Polydore. Au char seul, je fus devancé par les 2 fils d'Actor. Leur nombre devait les servir. Ils voulaient la gloire, car c'était le plus beau des prix qui restait à gagner. Ils étaient 2 jumeaux. L'un conduisait résolument, tandis que l'autre stimulait les bêtes de son fouet. Tel j'ai été naguère, à de plus jeunes maintenant de tenter ces exploits. Pour moi, force m'est d'obéir à la triste vieillesse, après m'être ainsi distingué. Mais va, rends par les jeux l'indigne hommage à ton ami. Je reçois volontiers la coupe, et je suis heureux de voir que tu vénères toujours ma bonté, sans oublier les honneurs que je suis en droit d'attendre de vous tous. Puisse en retour le ciel t'accorder ces douces faveurs. » Ayant écouté jusqu'au bout ces propos de Nestor, Achille regagna l'immense foule des Argiens. Il déposa une nouvelle fois des prix réservés à la rue de lutte et les montra à tous. Pour le vainqueur, un grand trépied pouvant aller aux flammes et que les Achéens entre eux estimaient 12 bœufs. Pour le vaincu, le Péléide offrit une captive experte en maints travaux et qu'ils estimaient 4 bœufs. Lors, se tenant debout, il parla ainsi aux Argiens. « Allons, qu'ils viennent par ici, ceux qui tentent l'épreuve. » Lors se leva le grand Ajax, le fils de Télamon, suivi d'Ulysse, le héros plein d'astuce et de ruse. Tous 2 bien ceinturés vinrent au milieu de l'arène et s'empoignèrent par la taille avec leurs mains puissantes. On eût dit les chevrons qu'un charpentier fameux assemble au haut d'une maison pour la garder de l'ouragan. Les dos craquaient sous les puissantes mains qui les tiraient violemment. La sueur ruisselait sur eux à flots. Maintes sanglantes bosses apparaissaient sur leurs épaules et sur leurs flancs, car ils n'avaient qu'un seul et grand désir, celui de vaincre pour gagner le trépied ouvragé. Mais Ulysse ne pouvait renverser Ajax à terre, et Ajax se heurtait à la rude vigueur d'Ulysse. Voyant qu'il lassait à la fin les Argiens bien guettrés, Ajax, le fils de Télamon, dit à son adversaire « Divin rejeton de Laërte, industrieux Ulysse, que l'un des 2 soulève l'autre, et Zeus fera le reste. » À ces mots, il le souleva. Mais l'autre était malin. Le frappant du pied au jarret, il fit ployer ses jambes, le renversa d'un coup et lui tomba sur la poitrine. Les Argiens cette fois regardèrent émerveillés. Ulysse, au cœur de fer, voulut le soulever aussi,
Il l'ébranla un peu du sol, mais ne put l'enlever. Il lui fit plier les genoux, et tous deux s'écroulèrent l'un à côté de l'autre sur le sol, noir de poussière. Une troisième fois, ils s'élancèrent pour lutter, mais Achille alors se leva et les retint tous deux. « N'hésitez pas, n'insistez pas, cessez de consumer ainsi vos forces. Vous êtes vainqueurs tous les deux. Prenez des prix égaux et laissez d'autres Achéens concourir à leur tour. » Voilà. En entendant ces mots, ils s'empressèrent d'obéir. Ils secouèrent la poussière et mirent leurs tuniques. Alors Achille déposa des prix pour les coureurs. D'abord, un vase en argent façonné de 6 mesures, qu'il emportait par sa beauté sur n'importe quel autre. D'habiles Sidoniens l'avaient artistement ouvré. Des Phéniciens l'avaient emporté sur la mer brumeuse, parcourant bien des ports, avant de l'offrir à Thoas. Eunée, enfin, fils de Jason, le remit à Patrocle, afin de racheter le Priamide d'Icaon. En souvenir de son ami, Achille offrit ce prix à celui dont les pieds agiles seraient les plus prompts. Pour le second, il proposa un bœuf énorme et gras. Pour le dernier coureur, enfin, un demi-talent d'or. Puis se tenant debout, il parla ainsi aux Argiens. « Allons, qu'ils viennent par ici ceux qui tentent l'épreuve. » À ces mots se leva le prompt Ajax, fils d'Oïlée, suivi d'Ulysse l'avisé et du fils de Nestor, Antiloque, vainqueur de tous les jeunes à la course. Ils se mirent en ligne et Achille montra le but. Sitôt partis, ils forcèrent l'allure. Ajax courait en tête et le divin Ulysse suivait. D'aussi près que la navette touche au sein d'une belle tisseuse, quand, cherchant à passer le fil tout au long de la chaîne, elle la fait venir avec effort sur sa poitrine. Tout aussi près courait Ulysse et ses pieds retombaient sur les traces de l'autre, encore vierge de poussière. Sur la tête d'Ajax répandant son haleine, Ulysse courait à vive allure et tous les Argiens de leurs cris, secondant son désir de vaincre, encourageaient sa hâte. Ils étaient prêts d'achever le parcours, lorsque soudain Ulysse implora en son cœur Athéna aux yeux pères. « Écoute-moi, déesse, et daigne secourir mes pieds. » Il dit, et Pallas Athéna entendit sa prière. Elle assoupit ses membres, pieds d'abord et bras ensuite. Et au moment où ils allaient se jeter sur le prix, Ajax tout en courant glissa, gêné par Athéna, là même où s'étalait la bouse des bœufs mugissants qu'Achille venait de tuer en l'honneur de Patrocle. Le nez et la bouche d'Ajax se remplirent de bouse, tandis que l'endurant Ulysse, arrivé le premier, enlevait le cratère. Ajax, quant à lui, prit le bœuf. Il garda dans ses mains une des cornes de la bête, et tout en crachetant la bouse, il dit aux Achéens, « Ah, qu'elle a bien su entraver mes pieds, cette déesse, qui de tout temps, telle une mère, aide et soutient Ulysse. » En l'entendant ainsi parler, tous pouffèrent de rire. À la fin, Antiloque se saisit du dernier prix, et souriant et s'adressant ainsi aux Achéens. « Ainsi, vous savez tous déjà ce que je vais vous dire. C'est au vieux que le ciel envoie encore un coup ses grâces, car s'il est vrai qu'Ajax est un peu plus âgé que moi, l'autre est beaucoup plus vieux. Oui, c'est un véritable ancêtre, mais comme on dit, un vieillard encore vert. Il est très dur pour tous de lutter avec lui quand on n'est pas Achille. » Il dit, glorifiant ainsi Achille aux pieds légers. Et le fils de Pélée alors répondit de la sorte. « Antiloque, tu n'auras pas fait mon éloge en vain. Vois, je te donnerai en plus un demi-talent d'or. » Il dit, et le remit au preux qui le prit avec joie.
Ensuite, Achille alla placer au milieu de l'arène le bouclier, le casque et la puissante javeline que Patrocle avait enlevée au brave Sarpédon. Lors, se tenant debout, il parla ainsi aux Argiens. J'invite à disputer ce prix 2 hommes, les meilleurs, munis du bronze destructeur et couverts de leurs armes, qu'ils viennent se tâter ici, sous les yeux de la foule. Celui des 2 qui le premier atteindra la peau tendre et, traversant l'armure et le sang noir, fendra les chairs, celui-là gagnera ce beau poignard de Thrace à clous d'argent que j'ai pris de main au preux Astéropée. Les autres armes, tous les 2 se les partageront et nous leur servirons un bon festin dans mes baraques. Lors se leva le grand Ajax, le fils de Télamon, ainsi que Diomède, le puissant fils de Tidée. Dès qu'ils se furent équipés à l'écart de la foule, ils sortirent des rangs et se heurtèrent vivement. Le regard si terrible qu'à les voir, chacun trembla. Dès que, courant l'un contre l'autre, ils se furent rejoints, 3 fois on les vit se heurter, 3 fois s'entrechoquer. Alors Ajax piqua l'écu bien rond, mais sans pouvoir toucher la peau que la cuirasse épaisse protégeait, tandis que l'autre, avec la pointe de sa javeline, visait le cou d'Ajax par-dessus son écu géant. Alors les Achéens, qui craignaient pour les jours d'Ajax, leur dirent d'arrêter et d'emporter des parts égales. Mais c'est le Tidéide qui reçut le beau poignard, avec le fourreau et le baudrier bien découpé. Puis Achille offrit aux archers du fer sombre, en 2 lots, 10 doubles haches d'un côté et 10 haches de l'autre. D'un navire à la sombre proue, il fit dresser le mât, loin du rivage, et il fixa, d'un cordon à la patte, une tendre colombe, en les invitant à tirer dessus. Celui qui touchera la tremblante colombe s'en reviendra chez lui avec toutes les doubles haches. Celui qui manquera l'oiseau, mais touchera la corde, se montrant ainsi moins adroit, emportera les haches. À ces mots, on vit se lever le puissant roi Teucros, ainsi que Mérion, noble écuyer d'Idoménée. Ils mirent les sorts dans un casque en bronze et l'agitèrent. En premier, le sort désigna Teucros, qui aussitôt lança sa flèche avec vigueur, mais sans promettre aux dieux une hécatombe magnifique d'agneau premier-né. Il manqua donc l'oiseau, car Apollon s'y opposa, mais atteignit la corde qui lui retenait la patte. La flèche amère s'en alla tout droit couper la corde, qui tomba du mât sur le sol, tandis que la colombe s'envolait vers le ciel au milieu des clameurs de tous. Mérion, sans perdre un instant, saisit l'arc de Teucros, prêt à tirer la flèche qu'il gardait à cette fin. Aussitôt, il promit d'offrir à l'archer Apollon une hécatombe magnifique d'agneau premier-né. Voyant l'oiseau peureux tournoyer là-haut sous les nues, il le visa et l'atteignit en plein corps sous une aile. Le trait le traversa et revint se ficher au sol, au pied de Mérion, cependant que l'oiseau allait se poser sur le mât de la nef à la sombre proue, laissant pendre son col ainsi que ses ailes touffues. La vie, au même instant, s'envola de ses pauvres membres. Il tomba loin du mât, et tous furent émerveillés. Mérion, pour sa part, enleva les 10 doubles haches, tandis que Teucros emportait chez lui les autres haches. Le Péléide, enfin, plaça au milieu de l'arène un très long javelot, un vase intact, orné de fleurs, valant le prix d'un bœuf. Les lanceurs alors se levèrent. Le fils d'Atrée, Agamemnon, haut et puissant seigneur, ainsi que Mérion, noble écuyer d'Idoménée. Le divin Achille, au pied léger, leur dit alors: Atride, au lancer, nous savons que c'est toi le meilleur et que tu nous dépasses tous en force et en adresse. Emporte donc ce prix et retourne à tes vaisseaux creux. La lance, nous la donnerons au brave Mérion, si tu veux bien y consentir, comme je t'y invite. L'Atride, gardien de son peuple, à ces mots acquiesça. Mérion reçut donc la lance, et sire Agamemnon remit le prix superbe à son héros Talthybios.